Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 28 juin, un jour qui restera dans l'histoire sportive, on l'espère, comme celui qui a vu l'accession de la France en finale de l'Euro 2000. Les Français ont rendez-vous avec le Portugal tout à l'heure après ce journal. Roger Lemaire se dit très inquiet. Notre invité dans ce journal sera Aimé Jacquet, qui a déjà conduit les Bleus aux portes d'une autre finale. Les autres titres de l'actualité, c'est d'abord l'affaire Dils. C'est la décision de la Cour de cassation d'ordonner un supplément d'instruction pour enquêter sur la présence sur les lieux de Francis Holm le jour du crime. L'augmentation du livret A, ce sera 3% au lieu de 2,25% aujourd'hui. Même chose pour l'éco-dévie et le compte épargne logement. Le plan épargne logement, lui, passe à 4,5%. L'Allemagne se mobilise contre les pitbulls après la mort d'un enfant de 6 ans dans une école de Hambourg. Pitbulls et autres molosses sont désormais interdits d'élevage et d'importation en Allemagne. Et puis enfin l'avertissement de Jean-Claude Guessot à la veille des premiers grands départs en vacances. Ce sera la tolérance zéro pour les infractions avec 20 000 policiers et gendarmes sur les routes équipés de nouveaux radars. C'est donc la demi-finale de tous les dangers. Les Français vont retrouver leurs vieux adversaires de l'Euro 84, les Portugais, qu'ils avaient battus in extremis 3-2. Cette fois, les pronostics sont encore plus réservés, tant l'équipe du Portugal a fait forte impression depuis le début de l'Euro. Voyons d'abord l'ambiance côté supporters avec Julien Hérichon et Bruno Livertou. À soutenir leur équipe. Nos joueurs ils sont prêts. Nos joueurs ils sont prêts à affronter les Portugais. Ils nous l'ont prouvé à tous les matchs d'avant. Voilà. Alors on donne confiance à nos bleus. Confiance à nos bleus. On a une superbe attaque. Et on a surtout Zizou. Et derrière on a Fabien Barthez qui a 29 ans aujourd'hui. Mais si les Bleus ont le moral au beau fixe, cela n'empêche pas les Portugais d'afficher le même optimisme. Pour eux, pas question de perdre comme en 1984, lors de cette fameuse demi-finale où ils avaient été battus lors des dernières minutes. C'est les meilleurs parce qu'on a gagné jusqu'à maintenant, alors on va gagner. On a une technique que tous les autres ils n'ont pas. On a une revanche à prendre sur la France. Hein. On a une revanche, c'est-à-dire que Platini était là. Cette année, Zidane est là, mais on a Figo. Et Figo, il est très fort. Un peu plus tard, aux abords du stade, dans une ambiance détendue, sans aucune violence, on trouvait surtout des supporters français très confiants. Ce soir, ça va être serré, deux très belles équipes, donc serré, mais la France est bien meilleure, donc 3-0. 3-0, normal. Les derniers instants de la fête. Dans moins de 45 minutes, ils suivront tous le début du match, la trouille au ventre, en espérant voir leur rêve se réaliser. Voilà, l'ambiance est bonne à Bruxelles. Les joueurs des deux équipes sont bien sûr déjà arrivés sur le stade. Vous le voyez sur ces images, les effectifs sont au complet. Côté français, les Bleus sont allés sentir le terrain une dernière fois. Il y a un peu plus d'une heure, un dernier moment de déconstruction, si je puis dire, avant la concentration dans les vestiaires. Alors nous allons voir maintenant avec Florent Gautreau qui se trouve dans le stade ce que va être la composition de l'équipe de France. Florent. Oui, avec une petite surprise côté français, puisque ni Dugarry ni Djorkaeff ne seront titulaires ce soir, contrairement au dernier match contre l'Espagne. Et on aura à l'inverse une attaque Henry, Anelka. On retrouve en fait l'attaque qui avait débuté le match contre le Danemark, le premier match de cet Euro. Ça avait plutôt bien fonctionné, puisque les Bleus l'avaient emporté 3-0. Pour le reste, on s'y attendait un peu plus. Emmanuel Petit retrouve sa place au milieu de terrain, aux côtés de Zidane bien sûr, mais surtout de Deschamps et de Vieira. Et puis la défense reste classique, Barthez, Thuram, Lizarazu, Blanc et De Sailly. C'est donc une équipe un peu surprise que Roger Lemaire a alignée. En voulant mettre Anelka et Henry, il veut mettre tout de suite la pression sur la défense portugaise, car vous le savez, la défense n'est peut-être pas le point fort des Portugais. Henry, Anelka, c'est la petite surprise. Petit qui revient, c'est pour donner du muscle au milieu de terrain. En attendant, on craint un match très difficile pour les Français et peut-être une prolongation comme en 84. Ça s'était bien terminé, espérons que ce soit la même chose ce soir. Merci Florent. Avec nous maintenant Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, bonsoir. Vous avez déjà
déjà connu l'ambiance d'une demi-finale avec les Bleus en Coupe du Monde contre la Croatie. Alors, que peut bien dire en ce moment votre ami Roger Lemaire dans le vestiaire aux joueurs de l'équipe de France ? Oh, ça c'est l'instant qui est offert aux joueurs. Les dernières minutes sont, je dirais, sur la concentration. Et l'entraîneur, il y a bien longtemps qu'il a fait son travail. Lui, maintenant, il pense à l'évolution, donc il est dans sa concentration personnelle. Et c'est quoi le stress de l'entraîneur avant le coup d'envoi ? Non, il n'y a pas de stress avant le match. Hein. C'est bien avant, c'est-à-dire c'est dans cette préparation et puis dans l'annonce de l'équipe. Ça, c'est le stress un tout petit peu parce qu'il faut faire le bon choix. Et c'est pas facile. Alors il a fait le bon choix, Roger Lemaire, quand vous voyez l'équipe qui est avancée ce soir ? Bien sûr. De toute manière, je pense que l'équipe de France maintenant a une expérience tellement extraordinaire que, quels que soient les joueurs qui évoluent, on n'est jamais déçu. Je peux vous garantir qu'en ce moment en France, on est très heureux et très fiers d'avoir des joueurs qui défendent les couleurs françaises avec autant d'humilité, mais autant de conviction et de confiance. Et cette équipe du Portugal, quand même, vous la redoutez, vous aussi, parce que Roger Lemaire dit que ce sont nos amis. Ce sont nos amis, d'accord, mais ils risquent peut-être de nous battre. Alors, quels sont leurs points forts ? Mais ça, c'est le sport. Vous savez, nous connaissons très bien le football portugais. Il a eu des périodes lui aussi très difficiles, très délicates. Grâce à sa jeunesse et à son travail de formation, eh bien, cette nouvelle génération est en train de donner sa pleine expression. Donc nous savons que l'adversaire est de qualité, mais ce n'est pas, je dirais, un adversaire supérieur. Au contraire, je dirais que la France bénéficie d'ailleurs de l'expérience Coupe du Monde. Et je suis persuadé que ce soir, la France va l'emporter parce qu'elle a des joueurs qui savent s'adapter à cette situation. Toute dernière question, vous allez le suivre comment ce match-là, du banc de touche ou des tribunes? Comme un spectateur. Comme un spectateur. Non, moi je suis depuis le début simplement au milieu des spectateurs. Je vis des choses que je n'ai jamais vécues depuis de nombreuses années. Je participe enfin à la fête. Je vois le match d'une autre manière et je suis tellement heureux d'être je dirais le premier supporter de cette équipe de France. Et puis on salue au passage Didier Deschamps, dont c'est la 100e sélection et c'est un sacré capitaine, je crois. Merci en tout cas à vous de nous avoir accordé. Un grand joueur. Merci de nous avoir accordé ces quelques mots avant donc ce match et on retournera au stade du Roi Baudouin à Bruxelles à la fin de ce journal. Mais voyons d'abord le reste de l'actualité avec cette décision de la Cour de cassation qui ordonne un supplément d'instruction dans l'affaire Dils. Elle n'a donc pas cassé purement et simplement le précédent verdict des assises qui avait reconnu Patrick Dils coupable d'avoir tué 2 enfants sur une voie de chemin de fer à Montigny-les-Metz. Mais les éléments nouveaux apportés par la défense, notamment la présence confirmée de Francis Holm sur les lieux du crime, l'ont convaincu de relancer l'enquête. Valérie Hermite et Jacques Gérard. Ils y croient depuis si longtemps. Pour la famille de Patrick Dils, l'instant est solennel, capital. Pour celle des enfants assassinés, le moment est douloureux. Le face-à-face n'aura pas lieu, mais les regards sont parfois plus forts que les mots. Après 1 mois et demi de réflexion, la Cour de révision ordonne un supplément d'enquête. Une décision rarissime. Patrick Dils n'est certes toujours pas libre, mais pour ses parents, l'espoir est désormais permis. Il voulait fêter ses 30 ans à la maison, malheureusement. Donc il va falloir encore attendre. Il faut encore se battre. Comme on dit, comment ça va battu jusqu'à maintenant, on se battra encore jusqu'à la fin. Il sortira un jour et il sortira blanchi. C'est une question de temps. Maintenant, c'est une question de quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, j'irais c'est reculer pour mieux sauter. Je pense que l'idée de la Cour de révision, c'est de bétonner absolument son dossier pour permettre la cassation de l'arrêt injuste de la Cour d'assises de la Moselle et un nouveau jugement par une Cour d'assises sereinement et à la lumière de tous les nouveaux éléments qui existent dans ce dossier. Outre des témoignages à décharge, le nouvel élément capital s'appelle Francis Holm. Multirécidiviste du crime, Holm est un tueur en série notoire. Il est aujourd'hui avéré qu'il a croisé le chemin des 2 enfants assassinés. La Cour de révision demande donc qu'une enquête approfondie soit menée. Pour les familles des 2 petites victimes, cette décision ne modifie en rien leurs convictions. Jusqu'au bout, voilà, et c'est bien qu'ils vérifient. Comme ça, ils verront rien, comme ça, au moins, on sera tranquille. Les aveux de Patrick Dils, avant qu'il ne se rétracte, sont à leurs yeux trop accablants. Je sais que c'est lui qui l'a tué. Et s'il sort, il aura affaire à moi. C'est maintenant une nouvelle enquête qui commence. Une instruction au terme de laquelle la Cour de révision décidera ou non d'annuler le procès de Patrick Dils afin qu'il soit rejugé.
Et dans l'affaire Malèvre du nom de cette infirmière accusée d'avoir donné la mort à 11 de ses patients à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, l'avocat général de la chambre d'accusation de Versailles a requis le renvoi en cour d'assises. Et puis un ressortissant français, Abdesalem Boulanoir, soupçonné d'avoir des liens avec les réseaux terroristes du milliardaire Ben Laden, a été arrêté et écroué à Paris. La hausse du livret A, Laurent Fabius a tranché, ce sera 3% au lieu des 2,25% actuels. Un compromis entre le souhait des épargnants de voir augmenter leur rémunération et celui des organismes sociaux comme les HLM qui craignent de voir augmenter leur taux d'emprunt. Jean-Bernard Schmitt et Patrick Voix. Bonne nouvelle pour les adeptes du petit livret rouge. Pour la première fois depuis 1982, le taux de l'indéplacement fétiche des Français augmente. Il passe de 2,25 à 3% à compter du 1er juillet. Avec lui, augmentent également les taux des livrets d'épargne populaire, livrets bleus ou autres Codévie. Avec cette hausse, signe de la bonne tenue de l'économie, le gouvernement entend inciter les épargnants à placer plus d'argent sur leur livret A. Nous allons utiliser cet argent sous forme de prêts supplémentaires à long terme et à bas taux d'intérêt pour la sécurité, pour l'aménagement urbain, les transports collectifs, tunnels, les ponts, l'environnement, les déchets sensibles, enfin l'habitat. C'est-à-dire que toute une série d'éléments que nous ne pouvions pas financer à bateau jusqu'à présent et que nous allons pouvoir financer. Seul problème, l'essentiel des 660 milliards placés sur le livret A sert à financer le logement social. Une hausse du taux renchérit donc le coût de la construction des HLM. Toute hausse du haut de livret A ou toute baisse du taux de livret A une incidence sur les dépenses des organismes HLM, sur la charge de la dette, sur les remboursements quant à effectuer les organismes HLM. Et quand le taux augmente, pour vous, les loyers risquent d'augmenter. Ils n'augmentent pas mécaniquement, mais ils risquent d'augmenter. Pour l'instant, pourtant, pas d'inquiétude. Le gouvernement s'engage à compenser le surcoût probable pour qu'il n'y ait pas de hausse de loyer HLM en 2000 et 2001. Et puis sachez que le plan épargne logement lui passe de 3,6 à 4,5%. Laurent Fabius aura l'occasion de revenir demain matin dans les 4 vérités sur ces mesures. Le ministre de l'économie et des finances a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de voir diminuer les impôts tout en réduisant les déficits publics. Le Conseil des impôts, un organisme lié à la Cour des comptes, préconise lui de tirer un trait sur la taxe d'habitation et de supprimer l'abattement habituel de 20% sur la déclaration de revenus dans un souci de clarification et de simplification. Ça ne s'arrange pas pour France Télécom. Après la grande panne informatique du 3 mai dernier, le trafic depuis 2 jours est perturbé sur les numéros Vert, Azur et Indigo, ce qui représente en temps normal 300 000 appels par jour. Les explications d'Anne Guéry et de Florent Muller. Bienvenue sur Ligne Directe. France Télécom nous a imaginé rétablir le trafic des numéros verts aussi rapidement. C'est que la panne fut aussi incongrue qu'inattendue. Une panne qui s'est déclarée hier dans le programme informatique conçu pour acheminer les numéros gratuits. Chaque jour, les appels des numéros commençant par le 0800 parviennent à une plateforme informatique, une sorte de SAS appelée table de correspondance qui traduit les numéros verts en numéros classiques à 10 chiffres. C'est cette table de correspondance qui a dysfonctionné. Une panne aux allures de casse-tête pour les techniciens de France Télécom. Les pannes logicielles de cette nature sont des pannes très rares, évidemment, rarissimes même, souvent jamais rencontrées auparavant sur ce type d'équipement et nécessitent donc des investigations très poussées. Ce soir, les 50 000 numéros gratuits sont de nouveau accessibles. Mais France Télécom ne crie pas victoire trop vite. Ces équipements informatiques restent sous surveillance jusqu'à demain. Les 2 grandes tempêtes de l'hiver n'auraient pas fait que des malheureux. D'après la Fédération française des assurances, l'annonce qu'aucun expert ne serait envoyé sur des sinistres inférieurs à 20 000 francs a donné quelques idées à certains. Et les fraudes se seraient multipliées. Cyril Deveau et David Bazier. Des arnaques, cet assureur bordelais en a décelé des dizaines. La plus courante porte un nom, le double devis. Une cliente de la banlieue bordelaise se fait emporter 1 mètre de faîtage de toiture par la tempête et une entreprise lui donne 2 devis, l'un de 9 006 et l'autre de 4 100. 9 006 pour l'assurance bien évidemment, 4 100 pour elle et elle fait faire des travaux par une 3e entreprise pour 1 700 francs, 8 000 francs de différence. Pour les assureurs, la tempête de décembre dernier a le dos large. Toiture surfacturée, voiture accidentée avant les orages et que l'on déclare après. Le catalogue des fraudes, un véritable inventaire à la Prévert. Le nombre de dossiers suspects aurait été multiplié par 3 cette année selon la Fédération française des assurances.
Il faut dire que l'occasion était trop belle. Pas d'expert pour les sinistres inférieurs à 20 000 francs et 1 mois au lieu de 5 jours pour peaufiner sa déclaration. Une aubaine pour les petits malins. Il y a eu une mauvaise gestion administrative des conséquences de la tempête par les assureurs. En fin de compte, qui va payer la facture? Les assurés. Certaines compagnies ont déjà répercuté le prix de la tempête. Exemple, à la Maïf. Face à la situation, le conseil d'administration a décidé de faire jouer la solidarité entre les sociétaires en procédant à un appel de cotisation supplémentaire, 84 francs 63 pour ce client, en plus des 4 000 francs habituels. Et ce n'est pas fini. Selon nos informations, les assureurs ont prévu des augmentations dès janvier prochain. L'Allemagne met les pitbulls hors la loi. La mort d'un enfant de 6 ans déchiqueté lundi dernier dans une école de Hambourg a provoqué l'émotion et la colère. Le gouvernement fédéral a annoncé une loi et du coup, les Länder se sont mis d'accord pour interdire l'élevage et l'importation de ces chiens de combat. Correspondance, Olivier Lerner. Les manifestations d'enfants en Allemagne sont exceptionnelles. Ce sont les amis de Volkan qui sont dans la rue. Volkan avait 6 ans. Il se dirigeait vers le terrain de sport de son école quand ce pitbull l'a saisi par la tête. Un molosse de 50 kilos avec ses mâchoires qui peuvent exercer une pression de 2 tonnes, l'enfant est mort déchiqueté par l'animal, abattu ensuite par la police. Il n'est pas rare de voir cohabiter sur les mêmes aires de jeu des enfants et des pitbulls. L'écorce de cette arme témoigne à lui tout seul de la violence des chiens qui ne lâchent plus leur prise une fois saisis. Il existe bien en Allemagne de nombreux centres de réinsertion pour chiens dangereux. C'est minimum 1 an de dressage, il faut se munir de patience et venir ici plusieurs fois par semaine. Autrement dit, il faut vouloir dresser son chien. Nous ne faisons pas d'élevage ici. Simplement, on rééduque, on réintègre des chiens dans la société. Et si un propriétaire de pitbull vient chez nous, on ne va pas le renvoyer. On va s'occuper du chien. Après des années de flottement, le gouvernement a réagi après la mort de Volkan. Un projet de loi interdisant les chiens de combat est en préparation. D'autres pays européens pourraient s'en inspirer. Plus personne, en tout cas ici, ne veut revoir ça. Interdire l'élevage des chiens de combat, interdire l'importation des chiens dangereux. À 75%, les Allemands sont pour, selon un sondage publié ces derniers jours ici en Allemagne. Un sondage révélateur de l'étendue de la colère dans la société. Aux États-Unis, l'affaire d'Elian Gonzalez, ce petit naufragé cubain que se disputent les États-Unis et Cuba depuis 7 mois. Cette affaire arrive, semble-t-il, à son épilogue. La Cour suprême des États-Unis vient de lever le dernier obstacle à son retour au pays. Commentaire d'Agnès Varamian. La résidence américaine d'Elian à Washington, qu'il attend désormais de quitter dans quelques heures. À Miami, la famille et la communauté cubaine vivent cet épilogue comme un échec, un drame. Ils avaient fait du petit garçon le symbole de leur lutte contre Castro. Pour eux, l'administration américaine vient de les trahir après 7 mois. 7 mois de saga. Elle débute au large de la Floride par un naufrage. La mère d'Elian s'est noyée, son grand-oncle le recueille, mais son père, resté à la Havane, demande qu'on lui renvoie son fils. Querelle de famille, querelle de Cubains entre Castro, qui jette des centaines de milliers de personnes dans les rues pour le retour d'Elian, et les exilés des États-Unis, qui hait le régime castriste et affiche l'image d'un petit garçon heureux en Amérique. Après 5 mois d'hésitation, la justice américaine applique la loi. Ces photos des agents du FBI qui s'emparent d'Elian ont fait le tour de l'Amérique. Mais l'émotion n'y changera rien. Le garçon est rendu à son père qui l'a au préalable rejoint sur le sol américain. Ensemble, ils goûtaient depuis un bonheur familial retrouvé et médiatisé en attendant le dernier acte de la justice américaine. Le trafic de clandestins entre les côtes d'Afrique du Nord et l'Espagne. Coup sur coup, la Guardia civile a arraisonné 3 embarcations la nuit dernière dans le détroit de Gibraltar. Elles transportaient au total 123 immigrants clandestins. Et puis un peu plus tard, sur la côte de Tarifa, 40 autres immigrants sans papier venant d'Afrique noire ont également été arrêtés. Au même moment, l'enquête se poursuit après le drame de Douvres, au cours duquel 58 clandestins avaient trouvé la mort asphyxiés dans un camion. 6 nouveaux suspects ont été arrêtés aux Pays-Bas.
La fièvre monte du côté de Millau, où José Bové doit être jugé vendredi avec 9 autres sympathisants de la Confédération paysanne pour le saccage d'un McDonald's en août dernier. C'est la mobilisation générale. 30 000 manifestants sont attendus vendredi et samedi. Un concert doit être organisé pour ce qui s'annonce comme une grande fête anti-mondialisation. Dans toute la région, les militants s'organisent, comme à Gaillac, petite ville du Tarn, où se sont rendus Isabelle de Lyon et Olivier Combes. Habituellement, on y fait commerce de littérature, mais depuis quelques jours, cette boutique de Gaillac a des airs d'agence de voyage. Dans cette petite ville du Tarn, c'est le libraire qui inscrit les candidats au voyage vers Millau. J'aurais bien aimé partir, mais c'est mon fils qui part parce que vraiment, il est pour José Bové, il est tout à fait contre McDonald's, Coca, les Américains et tout, et vraiment. Plus le procès approche, plus les inscriptions affluent. Résultat d'un travail de terrain avec distribution de tracts sur les marchés, beaucoup de bouche à oreille et un certain sens de l'organisation. On fait ça avec les moyens du bord, hein. Nous sommes des artisans, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. La mobilisation dépasse toutes leurs espérances. Quand ils font le point, les Gaillacois se comptent près de 300. C'est un gros succès puisqu'au départ nous avons tablé sur un quart, voire deux, et qu'actuellement nous sommes arrivés à remplir 5 quarts et qu'un 6e quart est en cours de préparation. C'est énorme pour la population de Gaillac qui, je rappelle, est de 12 000. Les membres du collectif organisateur sont des militants d'origines diverses, rassurés de constater que les demandes de renseignements portent plus sur la nature des débats que sur l'heure du concert de Zebda et Cabrel. Il y a aussi des phénomènes de personnes qui retrouvent le militantisme, des gens qui nous disent que ça faisait très longtemps qu'ils ne faisaient plus grand-chose et qu'ils ont envie un petit peu de se remuer. Il reste quelques places pour un départ vendredi matin, mais les inscriptions seront closes ce soir. Et demain, José Bové sera notre invité dans ce journal. Au Sénat, le texte sur les délits non intentionnels, autrement dit sur la responsabilité pénale des élus, a finalement été adopté. Il sera soumis aux députés vendredi. Le texte, vous le savez, est fortement critiqué par les associations de victimes qui y voient une dépénalisation de fait de l'activité des élus. Elisabeth Guigou s'y était opposée la semaine dernière, mais l'opposition sénatoriale et le gouvernement se sont finalement entendus sur une nouvelle rédaction de ce texte. Et puis le Parlement a définitivement adopté le projet de loi sur la chasse présenté par Dominique Voynet, un texte voté par 269 voix contre 255. Le RPR, l'UDF et Démocratie libérale ont voté contre, les communistes se sont abstenus. C'est à nouveau la mobilisation générale pour combattre l'insécurité sur les routes. En moyenne, 1500 personnes trouvent la mort au cours des grandes migrations de juillet et août. Jean-Claude Guessot a donc sonné le tocsin. Il mobilise à nouveau 20 000 policiers et gendarmes, annonce la fin des privilèges et des passe-droits et l'installation de nouveaux radars. Gilles Marinet et Michel Levasseur. Chaque été, l'hécatombe. Chaque fois, pourtant, les mêmes conseils donnés avant les grands départs. Attention à la vitesse, à l'alcool, à la fatigue. Mais rien ne change. Alors cette année, priorité à la répression, et notamment celle des excès de vitesse. 20 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Ils seront surtout dotés de nouveaux matériels. D'ici 3 ans, près de 2000 radars tout à fait modernes, plus légers, seront mis en place dans notre pays. Et dès cet été, il y en aura davantage. Et nombre de ces radars seront embarqués dans des véhicules banalisés. Pour les automobilistes qui dépasseront de 50 km/h la vitesse autorisée, suspension immédiate du permis de conduire et amende maximale, cela peut aller jusqu'à 10 000 francs. Répression accrue également de l'ivresse au volant. Bref, cet été, la consigne tient en 2 mots. Tolérance zéro. Et si vous êtes du côté de la Bretagne, sachez que le trafic des trains express régionaux, les TER, sera perturbé demain toute la journée. Et puis comme vous allez sans doute rencontrer des gendarmes sur la route, eh bien sachez qu'un rapport parlementaire sur le moral de l'armée française évoque un sentiment de malaise chez les gendarmes. Un rapport qui coïncide parfaitement avec ce que pensent les Français, puisque selon un sondage de Pèlerin Magazine, vous êtes 60% à considérer qu'il y a effectivement un malaise au sein de la gendarmerie, même si vous pensez à 87% que les gendarmes remplissent parfaitement leurs différentes mission. Un mot de tennis avant de retourner au stade du Roi Baudouin à Bruxelles. Cédric Pioline a quitté prématurément les internationaux de Wimbledon, éliminé au 2e tour par le modeste biélorusse Volchikov, 231e joueur mondial. Il faut dire que Pioline n'allait visiblement pas bien. Il suit en ce moment un traitement pour combattre une allergie. Et puis sachez que toute la famille du tennis était aujourd'hui réunie aux obsèques de Philippe Chatrier pour rendre hommage à ce grand dirigeant du tennis français et international.
Nous retrouvons maintenant au stade du Roi-Baudouin à Bruxelles Pierre Sled et Christophe Josse. Bonsoir messieurs. Alors, bonsoir. Que faut-il souhaiter à l'équipe de France? Peut-être un final comme celui de la bande à Platini en 84 avec ce but de la délivrance à l'ultime minute sur un service et un très très beau débordement de Jean Tigana, si je ne m'abuse. On voit le but en ce moment avec cette reprise de Michel Platini. C'est ça qu'il faut leur souhaiter alors messieurs? Oui, c'est bien sûr, on peut leur souhaiter ça. Et la petite différence, c'est que s'il y a un but dans les prolongations, avec la nouvelle règle du but en or, eh bien, ça fera la victoire tout de suite pour celui qui aura marqué. Mais c'est vrai qu'on attend énormément de cette rencontre, avec probablement les deux équipes les plus techniques de cet Euro, probablement les deux meilleurs joueurs du monde à ce moment, face à face, Figo d'un côté et puis Platini de l'autre. La seule chose, c'est que le Portugal n'a plus battu la France depuis 25 ans. Et bien, malgré tout ça, Christophe, la France se méfie quand même de ce Portugal. Énormément, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de Figo, mais il y en a 10 autres avec lui qui sont très forts, même si jamais en match de compétition le Portugal n'est parvenu à s'imposer contre la France. Eh bien les Portugais seront soutenus par un nombreux public, très nombreux aussi, le public des Bleus qui a fait le déplacement en masse ici dans le stade Roi-Baudouin, qui va accueillir dans un instant une constellation de stars. C'est un grand rendez-vous que beaucoup attendent comme le plus spectaculaire de l'Euro, on l'espère en tout cas. On l'espère aussi, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite le tirage du loto, le dernier journal ce sera Laurence Ostolazza. Demain les 4 vérités, Gérard Morin recevra Laurent Fabius. À 13h, Carole Gessler et Rachid Arabe. Et j'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h sur France 2. Excellente soirée de football sur France 2 aussi.